Bonjour à tous. On va commencer la conférence de Christelle Didier, intitulée Transition écologique, une question éthique pour les ingénieurs. Avant toute chose, on va devoir garder le masque, les gestes barrières, etc. Vous connaissez la musique, parce que actuellement, il y a des campagnes de prévention, puisque la fin des campagnes et qu'on est quasiment tous cas contact. Mais avant que Christelle Didier, alors Christelle Didier est chercheuse en sociologie et a dispensé de nombreux cours de RSE durant 20 ans dans des écoles d'ingénieurs et s'intéresse à l'éthique des ingénieurs et à l'éthique des chercheurs. Donc, le format de cette conférence sera, on aura 1 heure de conférence, puis 1 heure pour lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas à attendre et à manifester à la fin de ces 1 heure. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Savelier, directeur de l'école centrale. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce matin en présentiel et en distanciel pour cette nouvelle conférence des matinales de la transition écologique. Je voudrais redire en 2 mots, mais vous le savez, que les développements durables et la transition écologique sont des choses très, très importantes pour nous. Ils sont un axe stratégique à part entière de notre école, à la fois en termes de formation, en termes de recherche et de mobilisation de tous les acteurs qui participent ou sont appelés à participer à cette transition écologique. Je suis particulièrement heureux de la conférence de ce matin, heureux d'accueillir Christelle Didier pour avoir j'allais dire un petit pas de côté par rapport à notre regard d'ingénieur sur la transition écologique, avec cette approche par la sociologie, l'éducation et par l'éthique. Et Dieu sait que c'est important puisque on le voit bien nous, dans toutes les personnes qui s'engagent dans la transition écologique, dans la réponse aux grands enjeux du XXIe siècle, se pose tout de suite la question du sens et des valeurs qui sont à la base de cet engagement. Et donc, voilà, je pense que cette conférence va nous permettre d'y voir plus clair, je l'espère. Merci beaucoup et bonne conférence à tous. Et donc, on vous laisse la parole, Christelle Didier. Vous pouvez commencer votre conférence. Ouais. Bon, mais d'abord, je tiens à remercier Pierre-Étienne et Emmanuel qui se sont occupés de mettre en place, qui m'ont contacté, qui sont occupés de mettre en place cette matinée. Je remercie le directeur de l'école centrale de Nantes. Et puis en effet, en termes d'intervention, donc moi, je suis aujourd'hui maîtresse de conférence en sciences de l'éducation. Donc après 25 ans passés à faire surtout de la recherche et ne donner des cours que dans des écoles d'ingénieurs, pas dans une en particulier. Donc, je n'étais pas prof dans une école d'ingénieurs, mais je faisais de la prestation de cours et de conférences pour mon centre de recherche dans différentes écoles de France, différentes régions. Et donc, depuis 9 ans, je suis maîtresse de conférences en sciences d'éducation et mes étudiants sont surtout donc, des étudiantes qui rêvent de devenir professeurs des écoles. Et vous verrez comment, finalement, cette transition biographique, comment ce passage du monde des ingénieurs comme enseignante au monde de l'éducation, bien que mon objet de recherche soit resté les ingénieurs, comment ça m'a donné à penser autrement ce que j'avais à dire à des ingénieurs. Alors, que je trouve où je passe à la diapo suivante. Oups, c'est pas ici. C'est ici. Donc, le contexte, bon, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est celui qui vous est certainement rappelé, qui est creusé, développé par tous les intervenants et certains parleront beaucoup mieux que moi d'un point de vue scientifique ou économique des enjeux du réchauffement climatique et de ce qui je parlais de rien. Ensuite, on a parlé le directeur de l'école vient d'en reparler, mais il y a une expression qui est beaucoup plus utilisée comme question de sens par rapport au monde entier, mais moi, je pense tout particulièrement aux ingénieurs, qui est la question de la transition écologique. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui en sociologue des professions, en sociologue de l'éducation et un petit peu en éthicienne, mais j'ai quelques diapos que je n'ai pas prévus là. On verra si je les ressortirai après sur des questions proprement éthiques et déontologiques. Ce que je vois de vous et de ce que
la confrontation à un autre public que celui des ingénieurs me donne à dire. Et donc, j'ai mis en avant dans ce titre la question de la vocation, le mot vocation. Alors évidemment, je vous connais sans vous connaître, puisqu'évidemment, je ne connais pas individuellement chacune d'entre vous ici, mais je sais que la probabilité que depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, vous ayez dit quand je serai grand, je voudrais être ingénieur et je suis capable de dire ce que fait un ingénieur, bon, elle est extrêmement faible. Sachez que depuis 9 ans, je suis en face d'amphithéâtres blindés d'étudiantes, surtout, qui me disent depuis l'âge de 6 ans, je sais que je veux être maîtresse d'école. Donc, ce contraste, il est intéressant à la question de la vocation, du sens. Quand on parle d'éthique, je trouve que c'est important. Bon, de nos jours, le mot éthique n'est pas heureusement associé que à la dimension normative, déontologique, que doit-on faire pour bien faire, même si elle est intéressante et je pourrais y revenir. Mais la question du sens est beaucoup plus associée, ou en tout cas également associée à celle de l'éthique. Petite anecdote, il y a une dizaine d'années de ça, je rencontrais un grand ponte en sciences de gestion de la RSE en France et qui me disait « Mais Christelle, moi, je ne m'intéresse pas à l'éthique, je m'intéresse à la RSE. » Alors, c'est dire que le mot éthique, il a vraiment mille et une définitions qui quelquefois m'encombrent, puisque cette personne qui me disait « Je m'intéresse à la RSE et donc pas à l'éthique », je ne comprenais pas sa phrase. C'est qu'il n'avait pas du tout la même définition de l'éthique que moi, puisque pour moi, on ne peut pas tellement s'intéresser à la responsabilité, le mot responsabilité mentale des enfants, mais déjà le mot responsabilité, sauf être dans le pur champ du droit, qui n'est pas le cas de la RSE, pour moi, a une connotation morale, éthique. Et là encore, on pourrait dire « Ah, mais est-ce qu'on parle de morale ou on parle d'éthique ?» Et on pourrait pendant 2 heures discuter de la nuance des mots. Et je ne le ferai pas de peur de me perdre et de vous perdre dans des questions qui sont intéressantes quand on fait de la philosophie, mais pas forcément quand on veut devenir ingénieur. Donc, j'ai mis le mot vocation avec cette connaissance que j'ai de 30 ans de fréquentation assidue, qu'on se retrouve en école d'ingénieur, et en particulier dans une école comme Centrale Nantes, parce qu'on n'est pas un mauvais élève, pas une mauvaise élève, mais bon, beaucoup, on est des garçons, alors que des bonnes élèves et des bons élèves scientifiques, il y en a bien autant, mais bon, voilà, on est un bon élève, sinon, les bonnes élèves, il y en a plein qui ne se retrouvent pas en école d'ingénieur. Donc, on est plutôt un garçon qu'une fille. Bon, souvent d'ailleurs bon en maths, en physique, mais également en d'autres choses. Il y en a parmi vous qui sont très bons aussi en lettres, en histoire, qui peuvent écrire des poèmes, qui ont un sens artistique, qui sont musiciens. Donc, on n'est pas forcément que des matheux. Mais on n'a pas la vocation précoce de mes étudiantes qui disent « J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école » ou médecin comme papa. Il n'y a pas une vocation précoce à devenir ingénieur, et souvent cette sorte de méconnaissance de « mais au fait, c'est quoi un ingénieur ?» Et c'est difficile d'avoir la vocation pour quelque chose qu'on n'est pas capable de définir. Je fais régulièrement des interviews avec des étudiants en école d'ingénieur, des entretiens dans le cadre de mon travail sociologique, et je suis frappée d'entendre souvent des étudiants en dernière année de formation me dire « Oui, mais en fait, ingénieur, c'est quoi? Moi, ingénieur, je ne sais pas ce que c'est. » Et je me dis souvent, je serais très gênée si quelqu'un, après 5 années en sciences de l'éducation, 5 années en sociologie, 5 années en histoire, 5 années en architecture, 5 années en médecine, me dise « Ouais, mais je ne sais pas exactement ce que c'est que. » Donc, qu'il y ait une difficulté à définir, pour laquelle on est tous complices. Je dirais que tous les gens qui utilisent le mot ingénieur depuis que vous êtes petits, qui, dès quelquefois l'école primaire, moi je me souviens d'un directeur d'école primaire qui, en CM2, disait aux parents d'élèves « Vous verrez au collège, le collège d'à côté où vos enfants vont aller, il y aura 1 heure de mathématiques en plus en 6e parce que la France manque d'ingénieurs. » Je ne l'invente pas, hein, je ne l'invente pas. Alors évidemment, comme les ingénieurs, c'est mon obsession, dès que quelqu'un l'utilise d'une façon un peu surprenante, je ne peux m'empêcher de m'en rappeler. Qu'est-ce que ce directeur d'école primaire savait du contenu des métiers d'ingénieur? Qu'est-ce que ça diffuse? C'est que le mot est une sorte de mythe, une sorte de mot connu de tout le monde, et le paradoxe entre le fait que le mot est connu et que le contenu reste flou, comme je le dis, est le fruit d'une sorte de complot, je ne vais pas dire mondial ou international, mais d'un complot français, qui est qu'après le bac, la moitié d'entre vous vont atterrir en école d'ingénieur, non pas après le bac, mais après les prépas. L'autre moitié atterriront dans une formation
où le mot ingénieur est présent dès la L1, mais la moitié d'entre vous passe par ce SAS, qui est un SAS où on parle très, très peu de ce que serait un métier d'ingénieur, puisque on prépare à des concours pour sélectionner les meilleurs sur des critères très précis, mais on ne fait pas un accompagnement au projet professionnel, une découverte des métiers, on ne fait pas de stage. Et donc, on peut se retrouver au bout de 2 ans, de 3 ans, à avoir mûri dans plein de domaines de sa vie personnelle, mais pas du tout sur le projet professionnel. Donc, je ne vous dis que des choses que vous savez, pour dire que c'est dans ce contexte-là, et dans ce contexte du lien que je fais entre l'éthique et la vocation, que j'ai envie de poser la question et les ingénieurs dans le cadre de la transition écologique. Donc, bon, j'ai mis ce petit mug un peu humoristique, hein, a person who solves problems that you did not know that you had, using methods you do not understand. Bon, voilà, peut-être que vous vous y reconnaissez ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une école d'ingénieur après? Mais ce n'est pas compliqué, on nous le dit depuis toujours, on vous le dit depuis toujours, on peut tout faire. On peut tout faire, donc on ne va certainement pas dire après une école d'ingénieur, on va être ingénieur, comme si c'était un gros mot. On peut tout faire, tout en gros. Alors j'ai pris, voilà, je n'ai pas cherché plus loin, je suis allée sur le site de votre école en préparant cette conférence, et puis une charmante diplômée dans le cadre des témoignages, c'est la première qui m'est tombée dessus, c'est celle qu'on voit quand on ouvre la page de Centrale, et cette idée de on peut tout faire, pour moi, n'aide pas beaucoup à construire une vocation rattachée à un nom, ingénieur, qui est celui de la discipline de votre école et celui auquel, dès la prépa, on se prépare, puisqu'on se prépare pas seulement à des grandes écoles, mais à des grandes écoles d'ingénieurs. Donc, on peut tout faire, pour moi, rend difficile et à l'image de quelque chose qui est dans l'ambiance générale en France, de l'orientation des bons élèves doués, particulièrement des garçons, même si évidemment il y a des filles à Centrale Nantes, il y a des filles en école d'ingénieur, mais avec, comme vous le savez peut-être, une sorte d'effet comment dire, une évolution de 0 filles à 10, 15, 20% de filles dans les écoles d'ingénieurs qui se met à stagner. C'est-à-dire que tant que c'était interdit, il y a une époque, c'était interdit aux filles d'entrer dans une école d'ingénieur. Donc, évidemment, on n'en avait pas. Après, il y en a qui ont poussé les portes, elles n'avaient pas le droit, mais elles demandaient le gauche. Elles étaient quand même acceptées dans des rangs des garçons, mais sur le papier, ce n'était pas marqué vraiment qu'elles étaient bienvenues. Puis quand on a déverrouillé ça, c'est-à-dire dit, ah oui, tu es une fille, tu voudrais entrer dans une école d'ingénieur, mais tente donc ta chance au concours, on est passé donc de 0 à plus que 0, à 1, à 2, à 3. Et puis, ça fait quelques années qu'on ne dépasse pas le 28%, et malgré énormément d'activités menées auprès des collégiennes, des lycéennes, pour leur dire pourquoi pas toi, viens donc faire une école d'ingénieur. Donc, voilà, on est dans ce contexte d'un profil professionnel, d'un profil d'étudiant, donc plutôt garçon, bon, et très indéterminé, souvent très indéterminé. Il y en a parmi vous qui, en effet, à l'âge de 10 ans, rêvaient de fabriquer des avions ou des voitures, ou, je ne le nie pas, mais ce n'est pas la majorité. Et d'ailleurs, il y a peut-être 1 an de ça, j'étais chez un ami dont le fils avait 10 ans, et j'étais très, très frappée parce que ce petit gamin, donc papa travaille dans le domaine artistique, la maman dans le tourisme, et je demande, comme on demande souvent bêtement à des enfants de 10 ans ce qu'ils voudraient faire quand ils seraient grands, il me dit « Je voudrais être ingénieur pour réparer la planète ». Alors là, moi, j'étais vraiment extrêmement étonnée et émue, je ne vais pas vous le cacher, puisque jamais, à l'époque où moi, j'avais 10 ans, un enfant aurait dit ça. C'est-à-dire que cet enfant, il naît dans un contexte aussi où on parle différemment des choses, et on peut, à 10 ans, rêver d'être ingénieur, et rêver d'être ingénieur pour ce qu'il a dit, ce qui est le fruit aussi d'une ambiance collective différente autour de ce qu'il est important de faire avec la technique, et pour lui, c'était réparer la planète, et le fait que ce mot ingénieur puisse être associé à ça, qui était pour moi source d'étonnement. Alors, la question qu'on se pose quand on est sociologue, et je vais vraiment le faire vite, c'est aussi, avant de se retrouver dans une école d'ingénieur, mais au fait d'où on vient. Tout à l'heure, j'ai dit la question des garçons, plus des garçons que des filles, alors que la répartition des compétences mathématiques et physiques qui vous ont sélectionné sont également réparties entre les garçons et les filles à 17-18 ans. Donc, bon, plutôt que des garçons que des filles. Et puis là aussi, en termes d'origine sociale, en 2020, un jeune sur 18
donc va devenir ingénieur, et parmi eux, 1 sur 3 est enfant d'ingénieur, 1 sur 6 enfant de cadre, 1 sur 20 enfants d'employés, 1 sur 80 enfants d'ouvriers. Donc ça, voilà, c'est d'un groupe donc plutôt masculin, plutôt doué dans les attentes scolaires, principalement en maths et en physique, indéterminé, pas d'autres vocations qui s'est tellement imposée que malgré le talent matériel, vraiment danseur de claquettes ou sur représentation des enfants qui viennent de milieux qui ont leur entaille 1 sur 3 qui est enfant d'ingénieur. On a même, selon l'enquête de la conférence directeur, qui a un père ingénieur, donc dans 19% des cas en 2009, donc c'est une enquête qui date un peu, mais je suis désolée, je n'ai pas de chiffres plus récents, mais la présence d'un père parmi les parents, un petit peu paradoxal aussi, étonnante cette réponse que j'ai eue souvent, mais ingénieur, je ne sais pas. Excusez-moi, on a un peu du mal on a la Parfois, saturation, on a du mal à vous comprendre. Les jeunes que j'interroge. Oui. Excusez-moi, on a 2-3 problèmes Donc, de connexion. Dois-je parler plus lentement? Non, j'ai l'impression que votre connexion est instable. Voilà, là, c'est en train de revenir. Je vois des barres. Peut-être que est-ce qu'on peut essayer avec la caméra désactivée pour utiliser moins de bande passante et voir si ça stabilise un peu votre audio? Oui, tout à fait. En plus, c'est pas du tout intéressant d'avoir la caméra, ça ne sert à rien. Il faut juste que je trouve. Désolé. Non, mais vous faites bien de me le dire maintenant. Alors, on va voir si c'est mieux comme ça. Là, ça marche en tout cas. Là, votre connexion a l'air d'aller mieux en tout cas. Super. Bon, je suis vraiment désolée. Donc oui, c'est donc troublant pour moi quand des jeunes à Bac+5 montrent encore une gêne à cette question sur c'est quoi ce métier ingénieur qui est écrit sur le fronton de l'école et qui est inscrit dans le projet depuis le début, puisque quand on fait une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, le mot ingénieur est là. Et donc, il y a ce paradoxe qu'en même temps, il y a ce flou sur la réponse, avec malgré tout 60% d'entre eux qui ont un proche ingénieur. Et quand je leur demande, quelquefois, ils disent oui, c'est vrai, j'ai un oncle qui est ingénieur, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, donc, c'est quelque chose qui reste étonnant. Et je ne dis pas que dans les autres métiers, dans les autres disciplines, les choses sont plus claires. Je mets juste ça dans le paysage par rapport aux questions qui se posent aujourd'hui pour vous et pour la profession en général, en lien particulièrement avec la transition écologique. Alors, où se trouve-t-il, où se trouve-t-elle après? Donc, souvent, on me dit oui, mais ingénieur, comme l'image que je vous montrais au début de l'ancien élève de Centrale Nantes qui insistait sur le fait qu'après Centrale Nantes, on peut tout faire. Et qu'est-ce qu'on entend très, très souvent dans les familles? Mais fais ingénieur, avec ingénieur, tu peux tout faire. Je dois vous avouer que c'est également ce qu'on m'a dit, et c'est certainement la raison pour laquelle j'ai commencé par ça. Avec ingénieur, on peut tout faire. J'ai envie de dire, si on a envie d'être coiffeur, danseuse de claquettes ou travailleur social ou sociologue, autant aller faire la formation qui conduit à ça. Mais pour cela, il faut avoir creusé en soi, avoir une certaine maturité et une vocation qui sera suffisamment forte, parce que dire qu'on voudra plutôt être coiffeur qu'ingénieur, ça ne passe pas forcément quand on est tête de classe en mathématiques. Pour une raison surprenante, puisqu'on peut avoir une vie heureuse, passionnante en étant coiffeur. Donc, on nous dit, faites ingénieur, avec ingénieur, on peut tout faire. Et puis, en fait, le on peut tout faire, quand on regarde les chiffres, c'est quand même on peut tout faire, surtout dans l'industrie. Même si les directeurs d'école, les directrices d'école sont les premiers à me dire, mais non, mais Christelle, nous, on ne forme pas des ingénieurs, on ne forme surtout pas des techniciens, on forme des managers, des hommes et des femmes capables de prendre des responsabilités. Oui, c'est vrai, mais quand on oublie de dire que c'est des responsabilités, dans le milieu industriel, c'est quand même à ça que vous êtes formés, et c'est pour ça que l'État investit autant. Vous êtes dans des écoles qui sont publiques, dont le taux d'encadrement est extraordinaire, où vous avez des bâtiments extraordinaires, et par étudiant, vous coûtez 3 à 4 fois, 5 fois, selon le cas, plus cher que d'autres étudiants, et par exemple que mes étudiantes. Donc, il y a un moment, il y a un investissement de l'État, il y a un investissement du contribuable, de toutes les personnes qui payent des impôts comme moi, pour que vous ayez ces conditions d'études, et pas des conditions d'études pour faire tout, mais pour participer à
une fonction identifiée comme importante dans la société, qui est de faire fonctionner correctement le secteur industriel. Et donc, si en effet, on me dit toujours, oui, mais on peut aussi bosser dans la banque, on peut aussi faire de la finance, quand on regarde ces chiffres, bon, on se rend compte que voilà, il n'y a pas de honte à ça. On se forme, on est dans une classe préparatoire à des écoles d'ingénieurs, on fait une école d'ingénieurs. Ce serait un peu bizarre de dire, je ne veux pas faire ingénieur, ou je ne vois pas que ingénieur, c'est quand même un métier qui est associé à l'industrie, même si ce n'est pas que les usines du 19e siècle. Pour vous donner aussi une autre petite anecdote, donc, moi j'ai fait prépa dans mon jeune temps, parmi mes amis très proches, certains sont allés jusqu'au bout de l'école d'ingénieur. Moi je suis partie avant la fin de l'école d'ingénieur, j'étais à l'INPG de Grenoble. Et donc, aujourd'hui, sont des ingénieurs seniors, hein, j'ai plus de 50 ans, dans différents types d'entreprises. Et je pense à un en particulier qui travaille chez PSA depuis le début de sa carrière et qui a été pendant tout un temps responsable crash test. Et puis, il y a quelques années, on lui a dit, c'est toi qui va être chef de projet pour un véhicule. Alors, c'est le Graal, c'est vraiment le rêve de tout ingénieur qui se trouve dans une entreprise comme celle-là, c'est un jour d'être celui qui dira, voilà, ce véhicule, Christelle, que tu vois, là, il y a les pubs ou que tu vois dans ta rue, ou que tu achètes, voilà, là, c'est moi, de A à Z, avec tout ce secret qui est que pendant qu'il travaillait sur ce véhicule, j'ai jamais pu savoir sur quel véhicule il travaillait, c'est normal, c'est la règle du jeu. Et bien, cet ami, quand je lui... quand j'évoque le fait que pour moi, il est ingénieur, me renvoie toujours dans mes gonds en disant, mais Christelle, je ne suis pas ingénieur, je suis, et puis il me donne son intitulé. Et je lui dis toujours, mais écoute, va dans la rue et raconte ton métier en quelques mots à des enfants, à des adultes, à des grands-mères. Ils seront très contents pour toi et ils se diront que tes parents ont dû être fiers et ils se diront que tu dois être ingénieur parce que ce que tu fais ressemble à ce que le lambda dans la société associe à être ingénieur, fabriquer des voitures et le faire le mieux possible. Donc, il y a ce mot ingénieur qui est en même temps un attracteur puisque beaucoup d'enseignants qui n'y connaissent quelquefois rien du tout au métier d'ingénieur au collège utilisent ce mot quand ils ne vont pas parler de plein d'autres métiers qui existent. Et après, quand l'élève dit oui, mais on fait quoi? Non, mais t'inquiète, tu feras tout. Les parents, tu feras tout. Et puis, donc, il y a une sorte d'attracteur puisqu'il faudrait aller vers les écoles d'ingénieurs si on le peut. Et puis, en même temps, un repoussoir puisque finalement, être ingénieur dans l'entreprise, ce serait être que ingénieur par rapport à manager, sans doute, ou bien ce serait être renvoyé à une image technique. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez paradoxal que l'on ne trouve pas dans d'autres métiers. Alors, dans quelles conditions se vit le début de carrière? C'est plutôt cool, hein, puisque là, j'ai pris les chiffres de Centrale Nantes. 85% d'entre vous, 2 mois avant le diplôme, ont déjà leur premier emploi. Alors, évidemment, ça, c'est un élément attracteur énorme et que je comprends en tant que mère de famille. On ne peut que souhaiter que notre enfant se retrouve dans une formation avec un bon taux d'encadrement, comme je vous disais tout à l'heure, et sans inquiétude pour le chômage. Il faut dire que même avec ce qu'on a vécu du confinement, les difficultés qui ont été celles de la société française et du monde entier, le taux d'ingénieurs diplômés qui se retrouvent au chômage est ridiculement bas. Dans certains secteurs, il est à 2%, ce qu'on ne peut pas faire en dessous, c'est le minimum possible par rapport au turnover naturel dans tout métier. Donc, il y a un certain nombre de secteurs où le taux est à 2%, et là où c'est le maximum, c'est 4,5%, et en moyenne, c'est 3%. Donc ça, c'est franchement le rêve. Un bon salaire et pas de risque d'emploi, c'est sûr qu'on peut appeler ça n'importe quoi, ingénieur ou autre chose. En tant que parent, on peut se dire, fais ce machin, je ne sais pas ce que c'est, mais fais ce machin, puisque tu gagneras bien ta vie, tu n'auras pas de risque d'emploi. C'est tout à fait raisonnable de la part des familles. Donc, j'ai sauté une page. Et donc, voilà, où travaillent les ingénieurs? Bon, il n'y a pas que ceux de Centrale, mais d'une façon générale, voilà, ce n'est pas plus que 50%, puisque j'ai que 42%, mais c'est quand même un nombre massif d'ingénieurs diplômés qui sont dans l'industrie. Après, il y en a plein qui sont dans des sociétés de services et de logistique, qui quand même sont des métiers connexes, proches de ce monde de l'industrie. Ce sont des chiffres là qui sortent de l'Observatoire d'ingénieurs scientifiques de France, qui est, ce n'est pas un ordre des ingénieurs, mais c'est l'association nationale qui représente les ingénieurs diplômés dès qu'il y a une discussion qui doit se faire, par exemple, avec les pouvoirs publics. Quand on dit « que disent les ingénieurs ?» Quand on dit « mais quel est l'avis des médecins ?» On va avoir l'ordre des médecins. Quand on se demande « mais
quel est l'avis des ingénieurs, vers où on se tourne? On se tourne vers ingénieurs et scientifiques de France. Donc voilà, cette question de la vocation, elle me perturbait déjà un petit peu quand j'étais principalement intervenante en école d'ingénieur. Et elle m'a encore plus perturbée quand je me suis retrouvée, donc depuis quelques années, devant… alors, moi, j'aurais pu entrer dans une fac de socio, une fac de sciences de l'éducation, puisque je suis sociologue des professions, sociologue de l'éducation. Et le poste que j'ai choisi et que j'ai obtenu, de fait, j'en avais pas l'année où j'ai passé les concours, il n'y avait pas de poste en sociologie qui correspondait à mon profil, mais il y avait un poste en sciences de l'éducation. Et je ne m'y attendais pas forcément, je n'y avais pas réfléchi, mais dès la première année, quand je me suis retrouvée devant des amphis complets où je cherchais s'il y avait un garçon, il y avait vraiment un étonnement. On a beau savoir depuis déjà longtemps que l'orientation scolaire et que le choix des études est très genré, mais là, c'était vraiment gros comme le nez au milieu de la figure. Pour tout vous dire, j'ai un TD en première année de licence cette année, donc un TD qui représente un sixième de la promotion, 35, donc 35 étudiants. Je n'ai pas un seul garçon dans mon TD de L1 cette année. Alors, je parlais avec un collègue ce matin et lui, il en a 4 dans son groupe. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est ainsi? Alors, je ne veux pas vous refaire dire des choses que vous savez déjà sur la manière dont on est socialisé différemment selon qu'on est un garçon ou une fille dans notre enfance. Mais ce qui me frappe, ce n'est pas seulement ce chiffre massif de filles par rapport au chiffre massif de garçons dans les écoles d'ingénieurs, en particulier si on va dans le BTP, parce qu'évidemment, là, j'ai choisi une image de la chimie. En chimie, dans le domaine agro, et chimie, on a parfois une majorité de filles dans les écoles d'ingénieurs. Donc, on retrouve à la fois une partition selon le genre au sein même des écoles d'ingénieurs. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans des travaux que je fais régulièrement avec mes étudiantes et mes étudiants sur leur projet professionnel, je lis, mais ça me rend presque malade, tant c'est mielleux parfois, mais depuis que j'ai 5 ans, depuis que j'ai 6 ans, je veux être professeur des écoles, c'est ça et ce ne sera pas autre chose, de la part de jeunes filles, surtout donc de 18-19 ans, dont la vie va être longue, dont beaucoup de choses vont arriver, qui ne connaissent pas plein de métiers de l'éducation, de travailler dans la formation adulte, dans l'accompagnement de l'entreprise. C'est-à-dire quand en sciences de l'éducation, on regarde les masters, il y a plein de masters qui relèvent de l'éducation qui ne sont pas devenir professeurs des écoles. Donc, il y a un peu ce contraste entre cette évidence, depuis toujours, j'ai voulu faire ça, et madame, ne me faites pas sortir ça de ma tête, c'est ça que je veux faire. Et d'ailleurs, vos cours, ils m'ennuient parce que vous ne me parlez pas des enfants de 6 ans. Quelquefois, vous me faites des cours sur l'éducation où vous me parlez de questions sociologiques des années 50 aux États-Unis. Moi, je veux que vous me parliez de petits enfants de 6 ans à 12 ans parce que demain, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est quelquefois pour moi vraiment beaucoup trop dans cet excès inverse. Et l'autre excès du côté des ingénieurs, c'est finalement cette distance entre ce qui pourrait être le métier dont on va vivre, où on va passer de nombreuses heures de notre vie et se poser des questions métaphysiques de est-ce que je suis au bon endroit, et puis toutes ces années avant où on aura, mais même dès l'enfance, pas entraîner le garçon ou la fille, mais je parle plutôt du garçon parce que les choses se passent différemment pour la fille, on n'aura pas entraîné le garçon à se poser des questions sur quelle pourrait être sa vocation, puisqu'il est bon à l'école, il n'y aura pas de problème. Pourquoi lui demander s'il préférerait travailler dehors, dedans, avec du monde, dans des petits groupes, devant un ordinateur, avec des enfants? On ne lui demande pas, puisque tout sera possible. Mais le paradoxe, c'est que quand tout est possible, on se retrouve dans une école où on peut tout faire, mais qui est quand même une école qui forme aux sciences, aux techniques et à être efficace dans les milieux industriels qui massivement attendent des diplômés compétents pour faire tourner les machines. Donc, moi, ce qui me frappe souvent, c'est finalement l'absence d'accompagnement des bons élèves. Et quand je dis pour les garçons et les filles, ça se passe différemment, c'est parce que dans les entretiens, j'entends très souvent que ce soit des femmes ingénieurs seniors ou bien depuis 10 ans dans leurs activités ou des plus jeunes, eh bien, c'est moins vrai depuis 10 ans, mais jusqu'à il y a 10 ans,
j'entends régulièrement des femmes me raconter, quand je fais des entretiens biographiques, qu'on leur dit, mais tu es sûr que tu ne veux pas être infirmière, mais tu es sûr que tu ne veux pas être médecin, tu es sûr que l'enseignement, ça ne dirait pas, c'est-à-dire que cette question à la fille bonne élève de « et pourquoi pas autre chose ?» rencontre les biographies des femmes très, très, très souvent. Je n'oserais pas dire tout le temps parce que je ne peux pas le prouver, mais très souvent. Or, je n'ai jamais entendu un garçon qui me racontait dans son parcours biographique: mon père, ma mère, mon cousin m'a dit, mais tu es sûr que ce n'est pas plutôt enseignant que tu voudrais faire? Mais tu es sûr que tu ne veux pas être médecin? Dire qu'il y a une sorte d'évidence que ce serait bien. Alors que pour les filles, ce serait pas bien. Ce qui fait que quand elles arrivent en prépa, en école d'ingénieur ou dans le métier, il y a quelque chose de l'ordre de la vocation qui est plus probable. Je ne dis pas qu'il est systématique, et c'est probablement moins vrai pour vous, puisque depuis une dizaine d'années, c'est un peu moins vrai. Mais jusqu'à il y a 10 ans, se retrouver diplômé d'une école d'ingénieur pour une fille, c'était avoir déjà dit oui et non régulièrement à des injonctions qui allaient dans l'autre sens que l'évidence. Et se retrouver en école d'ingénieur pour un garçon, dans bien des cas, c'est de n'avoir jamais rien dit. Et j'ai souvent entendu des garçons me dire, mais j'ai l'impression de n'avoir jamais rien choisi, qui est quand même un peu existentiellement quelque chose qui peut être un petit peu triste et qui peut expliquer un certain nombre de mal-être en début de carrière pour les ingénieurs. Donc voilà un jeune homme pour parler des grandes écoles, une image de jeune homme pour les métiers d'avenir, développement durable, jeux vidéo 3D. Et puis, santé sociale, paramédicale, voilà, on a mis une fille. Et puis, pour les sciences de l'éducation, ce serait aussi une fille. Alors, il y a quelques années de ça, ce groupe Facebook n'existe pas, mais j'avais eu la bonne idée de copier-coller un certain nombre des échanges. Il y avait un garçon qui avait lancé un Facebook qui s'appelait « Je suis devenu ingénieur sur un malentendu, mais j'assume » et qui déployait un certain nombre de vérités. Tu ne savais pas quoi faire en S, tu pourras tout faire après, et tu l'as cru. Tu ne sais pas quoi faire, fais une école d'ingénieur, tu pourras tout faire après, etc. etc. Et ce qui était très intéressant, et là, je ne vous le montrerai pas, c'est que j'ai copié-collé énormément de commentaires, d'échanges de plein de jeunes qui se retrouvaient dans ce petit coup de gueule un petit peu humoristique. Alors, en tant que sociologue aussi, je m'intéresse aux questions donc des motivations, et j'ai eu l'occasion pour mes étudiantes en sciences de l'éducation de faire une intervention il y a 2 ans en conférence de presse. Et j'étais allée regarder qu'est-ce qui faisait qu'elles arrivaient chez nous. J'ai été frappée d'une chose, c'est que parmi toutes les disciplines proposées dans ma faculté, qui est une faculté de lettres et de humaines, eh bien, ce choix de faire sciences de l'éducation était lié à un intérêt pour la discipline, c'est-à-dire entendre des profs qui vont me parler de sciences de l'éducation. Et qu'à l'inverse, les étudiants et étudiantes qui se retrouvaient en fac d'art, en histoire, en philosophie, c'était énorme. 85% disent « Je me suis inscrit en art, je me suis inscrit en histoire parce que je veux entendre des profs qui vont me parler de cela, je veux découvrir des choses cela. » Donc 43%, c'est-à-dire moins de la moitié. Ce qui explique en effet, je vous ai déjà dévoilé quelques-uns des explications, c'est que puisqu'elles veulent être professeurs des écoles, elles voudraient qu'on leur parle du métier, qu'on leur fasse une formation professionnelle et non pas une formation académique, intellectuelle, généraliste. Et quand on compare maintenant à une autre question posée par l'OFIV, c'est l'Observatoire des formations de l'insertion de la vie étudiante, même chose dans mon université, à l'université de Lille, en tout cas Lille, Aix-Lille 3, le site Pont-de-Bois, c'est-à-dire où il y a les lettres et la philosophie et les arts. Quand on dit pourquoi tu as choisi cette discipline, là, pour le coup, c'est dire comme un seul homme et plutôt comme une seule femme, les étudiants en sciences de l'éducation, à 89% disent « ça correspond à mon projet professionnel ». Alors que, voilà, quand on est en art, en histoire, en philo, projet professionnel, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie? Je ne me suis pas posé la question, d'ailleurs, ce sera peut-être un peu compliqué. Ce n'est pas ça qui m'a attirée. Et donc, et par exemple, pour les gens qui choisissent la philosophie, il y en a un tiers qui ont dit « je fais philo parce que j'ai un projet professionnel qui est clair ». Et donc, je trouvais intéressant, et comme je vous disais tout à l'heure, après avoir fréquenté de près les écoles d'ingénieurs pendant longtemps, je trouvais que raconter ça et raconter ça à vous, ça pouvait être
source aussi de questionnement, quelquefois un petit pas de côté, d'aller voir ce qui se fait ailleurs peut renvoyer à vous-même, parce que peut-être autour de vous, vous avez des camarades, des amis, garçons ou filles, dont vous sentez quelque chose qui ressemble plus à « j'ai vraiment eu envie d'entendre parler de cette discipline, de ce contenu académique, où j'étais attirée par tel métier ». Donc, l'attrait pour le contenu académique, je pense qu'en prépa, il y a souvent ça, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des maths, on est bon en maths, on a envie de faire de la physique, on est bon en physique, mais en revanche, le décrochage avec métier, ça pourrait être près du philosophe. En tout cas, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse ici. Je reviens à l'enquête de 2009 faite par CDFI et qui raconte comme si c'était un étonnement, mais bon, moi, ça m'amuse quelquefois de voir dans des rapports comme ça, intégrer une école d'ingénieur n'est pas forcément corrélé avec la pratique du métier d'ingénieur. Bon, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Mais aussi, ce qui est raconté en 2009 et qui, à mon avis, n'est plus tout à fait vrai en 2021, c'était qu'à l'époque, l'abandon des études d'ingénieur était quasiment méconnu. En tout cas, à partir du moment où les étudiants avaient réussi le concours d'entrée. Et pour tout vous dire, quand moi, en 1989, j'ai quitté une école après avoir donc fait maths sup, maths spé, intégration dans l'école, je faisais quand même figure de… c'était un peu surprenant, c'était mal compris, c'était très rare. Et quand j'ai fait des entretiens par la suite sur ce que j'appelle des ingénieurs atypiques, des ingénieurs qui cherchent à explorer au sein de leur métier des espaces où les questions humanitaires, environnementales, sociales seraient plus présentes, je n'ai rencontré qu'une fois quelqu'un qui avait quitté l'école d'ingénieur en cours de route, mais qui finalement y est retourné un peu sur la pression, mais un peu avec la bienveillance de l'école, qui a dit « écoute, on va donc faire un an, de ça ». Et c'est quelqu'un qui a 2 ans plus que moi, donc je vous parle d'une période passée où une école a pu dire « bon, ben, allez, on va l'accompagner » dans ses doutes existentiels dans son école, et elle a fini par être diplômée de son école et a construit un parcours original, mais contrairement à moi, en étant allée au bout de son école d'ingénieur. Donc ça, ce que je vous dis de ces défis, c'était des chiffres qui étaient dans le cadre de comparaison internationale et ils nous parlaient de la France. Et ce qui était frappant aussi, c'était, donc là, c'était par rapport à plutôt des questions de genre, je viendrai sur des questions de pays juste après, c'était l'idée que les étudiants, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'être ingénieurs, qui est formation. La confiance en soi, plus forte chez les garçons que chez les filles. Ils n'avaient pas forcément de meilleures notes en maths, en physique au bac, mais ils sont presque 2 fois plus ils sont même plus que 2 fois plus à être sûrs de réussir. Donc, belle confiance en eux et qui sont indépendantes des notes objectives obtenues au partiel. Et est-ce que je suis sûre que l'ingénierie est le bon choix pour moi? Voilà, c'est la moitié seulement qui, une fois passé maths sup, maths spé, arrivé en école d'ingénieur, pensent être au bon endroit, ou dans bien des cas, ils vont rester 3 ans, puisqu'à l'époque, en 2009, quasiment personne n'allait partir avant le bac plus 5. Ce qui peut nous intriguer, nous étonner, et qui peut résonner aussi avec certaines de vos expériences. Maintenant, un élément de comparaison internationale qui m'avait beaucoup frappé à l'époque. Alors, l'enquête de ces défis, c'est une enquête qu'il faudrait refaire avec des méthodologies vraiment bien contrôlées, de façon plus large. C'était plus de l'ordre du sondage. Mais à la question, est-ce que vous voudriez travailler comme ingénieur plus tard? Question posée à des étudiants en formation d'ingénieur. On avait en France 20% seulement des garçons qui disaient oui, et 10% des filles, ce qui est vraiment très, très étonnant. C'est-à-dire qu'on est dans une formation, on l'a acquis de haute lutte, on a décroché le pompon. Si on est à Centrale Nantes, on est parmi les meilleures écoles de France, donc on a décroché un bon pompon. Ça s'appelle école d'ingénieur. Est-ce qu'on va être ingénieur? En fait, non, c'est pas les oui, pardon, c'est les non, évidemment. C'est les non, mais donc le pourcentage de non, c'est-à-dire 20% des garçons, évidemment 80 qui veulent devenir ingénieurs, c'est quand même un peu rassurant, mais 20%, c'est pas rien, contre 10% des filles, qui s'expliquent par ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que pour les filles, il y a déjà eu des obstacles à dépasser, d'autres moments où elles auraient pu partir. Donc, si elles sont là, il y en a 2 fois moins, alors qu'elles sont très peu nombreuses, il y en a 2 fois moins parmi elles qui disent « non, je ne veux pas devenir ingénieur ». Ce n'est pas « je doute », je ne veux pas être ingénieur. La moyenne en Europe, garçons et filles confondus, c'était 4%. Vous êtes en formation d'ingénieur, voulez-vous être ingénieur? 4% qui disent non. Ça me paraît plus raisonnable.
Et en Allemagne, 0% des garçons de cette enquête, donc aucun étudiant en formation d'ingénieur en 2009 dans l'enquête de ces défis, en Allemagne ne dit non, non, je suis en formation d'ingénieur et je ne veux pas travailler comme ingénieur. Et 6% des filles. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis ce n'est pas un complot international, mondial, mais un complot français, il y a quelque chose qui se fabrique dans la relation, dans l'orientation, dans la projection qui est spécifique à notre France et qui, selon mon hypothèse, est lié à plusieurs explications. Une qui est notre fonctionnement en prépa plus école, qui ne concerne pas tout le monde, mais qui est le modèle historique canonique qui marque les. Et l'autre chose qui est le rôle des ingénieurs d'État dans l'histoire de France, qui n'a pas d'équivalent, alors un peu en Allemagne, mais pas au même point, par exemple aux États-Unis, en Angleterre, qui n'a pas du tout l'équivalent, ce qui fait que le mot engineer en anglais est un mot qui décrit un métier qui n'a pas forcément un aura et un comment dire, un halo mais vraiment super, ton fils est ingénieur, tu as réussi ta vie, vraiment, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Non, en Angleterre, voilà, ton fils est ingénieur. Si tu en Allemagne, c'est pareil aussi. Ton fils est ingénieur, ta fille est ingénieure, tiens, c'est étonnant, mais bon, ton fils est ingénieur, c'est bien, tant mieux, c'est qu'il aime ça. Et en France, non, ton fils est en prépa, ton fils est ingénieur, quelque part, voilà, quelque chose. Et il y a tout un halo qui est lié à la place centrale qu'ont eu auprès du pouvoir les premiers ingénieurs, les premières écoles d'ingénieurs, le rôle des ingénieurs d'État. J'en dirai pas plus parce que ce serait une autre conférence, mais ça s'explique donc historiquement. Donc, vous et votre vocation. Donc, on voit de plus en plus ces dernières années des gens qui quittent des métiers de cadre pour devenir, entre autres, pour venir dans les professions d'enseignement, et on les voit atterrir chez nous quelquefois directement en L3, en M1, avec l'idée de retrouver du sens. Alors, faut-il parler de fuite des cerveaux? Il y avait une émission à France Culture il n'y a pas si longtemps que ça, avec des témoignages d'ingénieurs dits déserteurs dans une série d'épisodes sur des hommes et des femmes qui veulent changer le monde. Et donc, où Olivier et Johanna, dont je ne sais pas si, je pense que ce sont pas leurs vrais noms, mais Johanna, ancienne élève de Polytechnique, et Olivier, un ingénieur issu d'une école de Toulouse, vivent un désaccord entre des questions de sens et ce qui leur arrive en école d'ingénieur. Et dans ce contexte que j'ai posé dès le début, qui n'est pas le contexte qui était le mien dans les années 90, mais le contexte aussi du problème du réchauffement climatique, de la transition écologique et de ce que l'on pourrait attendre de l'ingénierie et des ingénieurs. Il y a une association que j'ai découverte en préparant cette conférence qui s'appelle « Vous n'êtes pas seul » et qui rassemble des gens qui vivent comme ça une fracture entre leur travail et les valeurs. Et vous n'êtes pas sans connaître les manifestes étudiants pour le réveil écologique, les plaidoyers d'ONG comme Ingénieurs sans frontières, le mouvement ingénieur engagé. D'autres vous en parleront mieux que moi. Donc là, je faisais un petit peu vide, voilà. On est dans ce contexte-là, de l'écologie qui devient une préoccupation des Français en général, un contexte où la jeunesse, à travers les grèves mondiales, à travers les grèves à répétition des vendredis, à travers la parole de Greta Thunberg, il y a chez les jeunes un questionnement beaucoup plus vif que dans notre génération quand nous étions jeunes. Alors, on pourrait se dire que la profession d'ingénieur se retrouve dans une énorme tourmente. En même temps, oui et non, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même, malgré le confinement, toujours dans une conjoncture favorable, des entreprises qui ont du mal à recruter des ingénieurs, peu de chômage, des emplois très bien rémunérés, c'est IESF qui nous dit ça, et les ingénieurs vont bien, merci. C'est-à-dire que les enquêtes régulières tous les ans menées par Ingénieurs et Scientifiques de France montrent une très grande satisfaction dans l'emploi. Alors évidemment, ceux qui sont partis répondent sans doute pas à cette enquête. Donc, ce n'est pas une enquête qui porte sur tous ceux qui seraient passés par des écoles d'ingénieurs, mais il n'empêche que pour ceux qui restent, et c'est quand même la majorité, il y a une grande satisfaction. Et non seulement il y a une grande satisfaction, mais peut-être que cette question de la transition écologique, pour certains, voilà, c'est un nouveau défi, mais un vrai défi d'ingénieur, pas un défi pour les sociologues ou pour la politique. Ingénieurs, leur rôle à jouer dans la transition écologique, dans le magazine Forbes, la transition énergétique, un terrain de jeu rêvé pour les ingénieurs dans le monde des grandes écoles. Ingénieur, un métier au service de la transition écologique,
sur le site du ministère de la Transition écologique. Alors, un nouveau terrain de jeu, ça peut poser question aussi, puisque dans ce terrain de jeu, il y a parfois un risque d'avoir une façon de jouer sa carte comme un ingénieur qui serait différent, en tout cas qui serait sensible à ces questions-là, qui pourrait vite reprendre les habits du positivisme et de la science qui se veut objective contre les attitudes plus émotives du reste de la population, puisque dans le milieu des ingénieurs, il y a ce sentiment partagé que on ne va pas s'exprimer sans savoir de quoi on parle. On veut des chiffres, on veut des calculs. Récemment, j'ai été sollicitée pour une autre conférence où on pensait que j'étais politologue, mais bon, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas très grave. Je ne citerai pas l'école qui a oublié de regarder mon CV. Ils disaient, oui, on ne parle pas assez politique dans les écoles. Et ce qu'on aimerait de vous, alors je les ai renvoyés évidemment à quelqu'un d'autre, c'est qu'on puisse avoir des éléments pour étudier les programmes politiques des différents candidats à la présidentielle pour juger, mesurer, calculer d'une certaine façon celui qui était le plus adéquat par rapport aux questions de transition écologique. Alors, c'est bien, mais c'est quelque part un peu naïf, puisqu'un programme politique, c'est aussi, on le sait, on n'attend pas d'un homme ou d'une femme politique qui nous dise exactement la vérité de tout ce qu'il va faire, qu'on pourra vérifier dans 5 ans. C'est une intention générale, c'est une politique générale, c'est une direction, c'est une façon de se distinguer par rapport aux autres. Donc, ce qui se fait concrètement est rarement totalement à l'opposé, mais c'est rarement exactement ce qui a été annoncé. On n'est pas dans un contrat signé. Et si les futurs ingénieurs se disent « je vais lire dans les détails ce qui est dans les projets et les prendre comme un contrat signé et voir lequel des contrats me paraît le mieux », c'est un raisonnement très rationnel, mais qui est en décalage total avec ce qu'est finalement la vie politique. Mais c'est à l'image de la façon dont vous avez été formé à valoriser ce qui pourrait être calculé, mesuré. Et donc, il pourrait y avoir ce risque aussi dans le souhait de participer à l'enjeu de la crise environnementale à l'œuvre. Il pourrait y avoir une tentation d'aller chercher dans uniquement des éléments qui se calculent, alors qu'il y a aussi des éléments à aller chercher dans notre culture, dans notre rapport à la nature, notre rapport aux animaux, notre rapport aux autres, notre rapport à la pauvreté, notre rapport à l'injustice, et pas seulement dans des choix mathématiques. Alors, je vois que le compte à rebours commence, je vois l'heure et je me rends compte que je ne suis pas tellement avancée dans mes diapos et je veux garder de la place pour la discussion. Donc, je vais sauter allègrement quelques diapos pour ne pas passer à côté de quelque chose que je veux vous dire. En tout cas, cette première partie, qui va devenir la seule partie de la conférence, était autour de cet état des lieux. Et la deuxième partie, que je peux résumer, était, mais finalement, quand on est sociologue comme moi, comment on fait pour mieux comprendre où ils en sont, les ingénieurs, les jeunes, les moins jeunes, ceux de France, ceux d'autres pays. Qu'est-ce qu'on fait quand on essaye de mieux cerner les représentations qu'ils se font? Et donc, il y a plusieurs pistes, plusieurs ressources qui sont mobilisables que je vais citer et non pas développer pour pouvoir aller vers une conclusion, mais qu'on peut observer en tant que sociologue. Là, moi, je ne vous parle pas en tant qu'ingénieur, mais un sociologue peut dire, je vais analyser, observer les discours des ingénieurs, les projets, les discours, projets, les textes écrits, et par exemple, dans l'étude des rhétoriques, une partie de ma vie, j'ai étudié les codes de déontologie, mais pas seulement. Une autre piste que l'on peut avoir pour mieux comprendre comment se fabrique la culture, la pensée d'ingénieur dans une société, c'est d'aller observer les contenus des dispositifs de formation. Et là, je saute vite des diapos qui sont tac, 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 donc tout ça, pouf, pouf. Voilà, étudier les curricula de formation. Excusez-moi. Oui. Après, je pense qu'on n'est pas forcément à 5, 10, 15 minutes près. Si vous avez dessus, on peut. Hein, pas mais j'ai quand même choisi ce que j'ai sauté. Oui, tout à fait. Je regarde l'heure. Je vais prendre encore 10 minutes sans doute. Mais, oui. Vous pouvez vous permettre de déborder un peu. C'est pas… Tout à fait. Alors,
Donc, si je peux revenir un tout petit peu en arrière, donc premier point, Premier point, c'était les rhétoriques, les discours. Deuxième point, les contenus, les dispositifs de formation, parce que finalement, pour qu'un ingénieur devienne un ingénieur dans la société, même si à l'époque de mes parents, il y avait des ingénieurs maison, c'est quand même un groupe professionnel qui existe de moins en moins. L'ingénieur qui devient ingénieur par la promotion purement interne, c'est-à-dire que même que quand c'est par la promotion, ça passe par le biais de validation des acquis ou de retour à la formation. Mais en tout cas, comme l'immense majorité des gens qui vont œuvrer comme ingénieurs dans la société sortent des écoles d'ingénieurs, pour mieux comprendre comment se fabrique la pensée d'ingénieur, donc il y a les rhétoriques, les discours, je dirais, des ingénieurs qui sont déjà en activité, à travers, entre autres, les codes d'éthique, de déontologie, mais qui sont qu'une petite surface immergée de l'iceberg. J'ai beaucoup travaillé à une époque sur les discours qui se diffusaient dans le milieu syndical ou dans le milieu associatif, autre que les associations professionnelles officielles. Donc, les discours. Mais dans ces discours, récemment, je me suis intéressée aussi aux discours qui viennent des jeunes. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du manifeste pour un réveil écologique. C'est de l'ordre de la rhétorique. Ce sont des paroles, ce ne sont pas des actes, mais des rhétoriques portées par des jeunes et au sein desquels se retrouvent des ingénieurs, des jeunes ingénieurs. Donc, dans les rhétoriques, ça peut être ça. Ça peut être des projets comme le film Ingénieur demain et la façon dont ça a donné naissance à Ingénieur engagé. Donc, il y a des actes, mais il y a beaucoup de discours. On n'est pas encore dans l'acte, dans la professionnalité d'un ingénieur. On est dans ce que disent des futurs ingénieurs ou des ingénieurs de ce en quoi ils croient, de ce qui leur paraît important de faire. Donc, les rhétoriques, les contenus de formation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, puisque les formations, tout à l'heure, je vous ai parlé de la manière dont vous avez été sélectionné, qui n'est déjà tout sauf neutre, la manière dont on est sélectionné, la manière de mettre à distance finalement ce qui serait la profession, le métier, par rapport à les maths, la physique, avec quelquefois cette énorme déception d'étudiants qui adorent les maths et la physique et qui cherchent en école d'ingénieur le nombre de cours qui ressembleront à des cours scientifiques qui feraient d'eux des savants, parce qu'à un moment, voilà, on est dans des sciences appliquées, on est plutôt dans diffuser les recettes qui marchent maintenant pour les faire fonctionner dans les entreprises et pas penser une nouvelle hypothèse, pas tester une nouvelle hypothèse pour modifier une théorie. On enseigne les théories comme des, je ne vais pas dire recettes de cuisine, il ne faut pas le prendre mal, c'est dans le sens des théories comme si la théorie était une vérité, alors qu'on ne le sait que quand ensuite on fait un master ou une thèse vraiment dans les disciplines scientifiques, où là on prend mieux conscience non pas de la relativité, mais qu'une théorie est vraie jusqu'à ce qu'elle ne soit plus vraie. Elle est toujours vraie de façon provisoire. Or, quand on enseigne ça en formation d'ingénieur, on ne va pas passer notre temps à mettre de la relativité dans ce qu'on enseigne, mais dire bon, ça marche et c'est ça qui marchera pour fabriquer des ponts, créer un algorithme, fabriquer des choses qui fonctionnent. Donc, voir ce qui se passe dans les formations. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé, voir ce qui se passe dans l'orientation, mais voir ce qui se passe dans les formations et pas seulement, y a-t-il un cours d'éthique? Y a-t-il un cours qui s'appelle développement durable? Mais comment au sein de tout ce qui est proposé, donc des contenus qui ne sont pas forcément académiques, dans l'état d'esprit de la manière dont on va gérer, par exemple, les transports. Si on soutient la mobilité des étudiants pour aller faire des bouts d'études à l'autre bout du monde, est-ce que c'est en leur suggérant de ne pas revenir à Noël ou aux vacances, parce que tout ça, ça fait quand même beaucoup de CO2. Est-ce qu'il y a une sorte de cohérence entre ce qui est proposé dans les cours, dans les associations, et puis un certain nombre de pratiques? Bon, vous êtes dans une école qui n'est pas la moins bonne élève en ce domaine-là. Et puis, j'ai une coquille, excusez-moi, une autre façon en tant que sociologue, d'analyser à quoi peut ressembler aujourd'hui les attitudes, la pensée d'ingénieur, c'est de faire des enquêtes, des entretiens, des observations. Donc, le premier volet, donc je passe vite, je vous ai dit, des histoires de code, mais je ne creuserai pas aujourd'hui, puis j'ai écrit tellement de choses là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous le trouverez dans mes bouquins. Mais je voulais dire, ben voilà, il y a les rhétoriques un peu le classique, on dirait les codes d'éthique, codes de déontologie. Mais après, il y a ce qui vient d'étudiants. Donc là, je vous montre un texte qui date de 1995, quand même, qui vient des étudiants du mouvement Pugwash. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous irez chercher ça, vous verrez que c'est intéressant. Donc, un groupe né de Sir Joseph Rodblat, un Anglais, dans le cadre de l'après-guerre et de la contribution à la paix.
Et donc là, ce sont des étudiants qui ont dit, nous, on veut à la sortie de notre diplôme d'ingénieur promettre cela, promettre de travailler pour un monde meilleur. Et donc, bon, j'ai rien fait, c'est pas moi qui ai mis la mise en page, et ça date de 95. Alors, la question environnementale est peu présente, mais vous voyez, on est dans le contexte de la transition écologique et des questions environnementales, mais moi qui m'intéresse à l'éthique en lien avec le métier d'ingénieur, il y a beaucoup d'autres thèmes que l'environnement que j'ai vu se déployer, dont la question, par exemple, de la paix. Donc, les débuts d'ingénieurs engagés, vous les connaissez sans doute. Si vous ne les connaissez pas, ce serait bien que vous le connaissiez pour votre culture personnelle. Donc, un film, Ingénieur pour demain, où se posent des questions sur mais que faire pour bien faire quand on est ingénieur. C'est quelque chose de l'ordre du discours, de la rhétorique, mais qui me permet, moi, comme sociologue, de sonder un peu les âmes, de dire mais où ils en sont de ce groupe-là quand ils parlent, quand ils sont plusieurs à parler, quand ils parlent en tant qu'ingénieurs, qu'est-ce qu'ils disent. Le manifeste pour le réveil écologique n'est pas un manifeste signé que par des ingénieurs, mais au sein des écoles d'ingénieurs, il y a un certain nombre d'étudiants qui ont pu s'y retrouver. Là, je vous évoque un texte qui a été, pour le coup, signé par des étudiants du secteur de l'aéronautique. On était en plein confinement et ces étudiants ne disaient pas « Attention, nous, on bosse dans l'aéronautique. Là, avec le confinement, on est en train vraiment de prendre un plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire, d'avoir des situations extrêmement tendues, compliquées économiquement du fait du blocage international des transports aériens. Mais ils n'ont pas dit « Donnez-nous plein de fric pour qu'on continue à faire comme avant ». Alors, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas tous, mais quand même 700 étudiants du secteur de l'aéronautique qui signent une tribune en disant « La priorité, c'est qu'on pense, qu'on réfléchisse, qu'on transforme notre industrie ». Et ce contexte de la pandémie peut être pour ces étudiants un moment important. Donc, pour étudier les curricula, alors, je peux les étudier moi-même. Il y a des gens qui font des thèses là-dessus. Je pense à Catherine Roby qui a soutenu une thèse il y a quelques années où elle allait scruter tous les sites des écoles d'ingénieurs pour identifier ce qui relevait de la formation humaine, de la sociologie dans les écoles d'ingénieurs. J'ai fait moi-même, il y a très longtemps, un travail un peu de ce genre autour des écoles du nord de la France. Mais on peut aussi s'appuyer sur ce que la commission des titres d'ingénieurs, qui est quand même la clé de voûte du système, observe. Donc, la commission des titres d'ingénieurs, c'est elle qui, dans début des années 2000, a dit à partir de maintenant, on ne peut plus avoir un diplôme d'ingénieur si on n'a pas tel niveau en anglais. Avant, ce n'était pas le cas. On pouvait être un ingénieur qui ne parlait pas bien anglais. On était ingénieur. Puis à un moment, la CTI, qui est un peu le gardien du temple, dit voilà, non, ce n'est pas possible. Donc, vous repasserez votre examen d'anglais aussi longtemps qu'il le faudra, mais c'est une obligation. La CTI a pu aussi à un moment de son histoire dire il faudrait qu'il y ait de l'éthique. Alors en 96, ils l'ont déjà mis dans leur rapport en disant il faudrait qu'il y ait de l'éthique. Mais alors après, ils n'ont jamais, depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, et j'ai discuté il n'y a pas longtemps au téléphone avec l'ancien président de la CTI, je lui disais mais bon, comment vous avez fait entre 96 et maintenant pour continuer à marquer il faudrait de l'éthique sans que jamais sache ce que vous voudriez qu'il y ait en matière d'éthique. Vu aussi le flou autour de la notion. Je vous disais en début de conférence comment j'ai rencontré quelqu'un qui est le ponte de la RSE en gestion, en tout cas à l'époque en France, et qui dit moi, je ne fais pas d'éthique. Donc, c'est-à-dire qu'une école qui aurait fait venir ce prof aurait pu répondre à la commission des titres lors de l'audit non, non, on ne fait pas d'éthique. On fait de la RSE, on ne fait pas d'éthique. Donc, vous voyez, il y a toute cette confusion. Si on dit qu'il faut de l'éthique, mais que personne ne dise ce que ce serait, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut de la formation humaine, des sciences humaines et sociales. Ça a été aussi avancé au fil de l'histoire. Aujourd'hui, quand il y a des audits, il y a une attente des auditeurs de la CTI qu'il y ait un minimum d'un quart du temps d'études en école d'ingénieur consacré à ce non technique. Mais selon les cas, c'est un non technique qui pourrait être très émancipatoire, très critique, comme ça peut être un non technique qui est très marqué idéologiquement vers le libéralisme, comme marqué vers l'opposé. Je n'ai pas de jugement là-dessus, je dis juste que dans le non technique, on peut aller dans des directions très, très différentes, comme on peut, dans le non technique, mettre surtout les techniques de communication, savoir faire son CV, faire du sport et parler les langues étrangères. Donc, vous voyez que ce non technique qui est demandé par la CTI, et la CTI, pour le moment, peut accepter un certain flou sur la réponse des écoles.
Alors, il y a des écoles aussi qui s'engagent. C'est à la fois de la rhétorique peut-être, mais ça devient des choses concrètes quand dans une école comme la vôtre, ça s'inscrit dans des programmes, dans des obligations. Donc, il y a les écoles centrales s'engagent ou s'affichent. Donc, c'est là où il faut arriver à faire la différence entre les discours, les affichages qui pourraient, dans certains cas, être une forme de greenwashing, on l'a vu en entreprise, et puis d'aller voir de plus près concrètement les choses. Alors, j'imagine que l'école centrale n'a pas démérité pour se retrouver lauréate cette année des écoles pour changer le monde. Et quand on regarde sur le site de votre école, bon, on voit, voilà, alors ça ne remonte pas à 95, à 96, mais on voit comment il y a une intégration dans des espaces, dans la structure. Ce n'est pas seulement, ah oui, tiens, quelqu'un va venir faire une fois une conférence, je pourrais dire à la commission des titres d'ingénieur, nous nous intéressons au développement durable. Nous avons eu 2 heures de conférence pour les 3 années des étudiants et pour la totalité de leurs études. Donc, vous voyez la différence entre prendre en charge la question du développement durable de façon superficielle avec une conférence ponctuelle et chercher d'autres espaces au sein de l'organisation qui est une école d'ingénieurs et au sein des programmes. Mais il n'empêche que, vous voyez, là, je vous raconte donc, des dates qui datent de 2006. Et ça n'a pas empêché votre collègue d'il y a quelques années, Clément, de faire un plaidoyer lors de sa remise de diplôme, soulignant à la fois son malaise, ses doutes sur les possibilités de vivre un métier en cohérence avec ses valeurs. Et il y avait aussi une petite attaque, mais je pense qu'il n'a pas trop été mal vécu par votre école, d'autant plus qu'elle n'est pas la pire dans le domaine, mais une petite attaque sur un reproche fait à l'école de ne pas avoir davantage participé, bon, j'ai plus trop en tête, à un projet lié au développement durable de la ville de Nantes. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, peu importe, et puis qu'il ait tort ou raison, ce n'est pas la question, c'est de voir que voilà, les ressentis peuvent être différents. Là, c'est peut-être que lui, il n'y a peut-être personne d'autre dans sa promo, et puis peut-être qu'il se trompe. Mais en tout cas, ce sont des éléments qu'en tant que sociologue, j'observe, à la fois aussi le discours, quand il dit, bon voilà, comme bon nombre de mes camarades, donc il affirme parler pour d'autres, alors que la situation climatique et les inégalités ne cessent de s'aggraver, donc il y a l'environnement, mais pas que, et que le GIEC pleure et que les êtres meurent, je suis perdu, dit Clément, incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage d'un système capitaliste de surconsommation. Alors, est-ce qu'il est en train de nous dire, ben voilà, en fait, une école d'ingénieur, ça a l'air d'être plutôt ça. Enfin, je commence à comprendre 5 ans après mon bac que c'est plutôt ça et je suis paumée. Alors, pour mieux connaître les formations, par exemple, dans votre école, en ce moment, votre école est pilote pour faire remonter, par le biais d'une recherche-action qui est portée par l'Observatoire des formations citoyennes, faire remonter un certain nombre d'actes concrets dans les contenus de cours, dans la gouvernance des établissements, dans la politique des établissements. Ce sont des moyens à la fois pour les chercheurs comme moi de comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain, mais pour les acteurs, d'où l'intérêt d'une recherche-action, d'agir sur le système et de le modifier dans telle ou telle direction. Et donc, le troisième et dernier point, c'est sur de mieux connaître finalement. Alors, évidemment, mieux connaître ce que les ingénieurs font véritablement au quotidien, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas impossible de mener des enquêtes ethnologiques comme ça. Savoir ce que, dans leur fort intérieur, les ingénieurs pensent, c'est également très difficile d'attraper en tant que sociologue. Donc, on se contente, faute de mieux, pour observer le changement des mentalités, pour comprendre la pensée d'ingénieurs, ben, on se contente dans bien des cas, d'enquête sur du déclaratif. Mais ce qui est intéressant dans le déclaratif, c'est de pouvoir faire des comparaisons. Le déclaratif entre les garçons et les filles, entre les jeunes et les vieux, entre le reste de la population française et les ingénieurs. Pour prendre cet extrait, donc l'Observatoire des ingénieurs et des scientifiques de France, qui donc émane de l'Association ingénieurs et scientifiques de France, qui est donc le sorte, entre guillemets, d'ordre des ingénieurs français. Sachez que cette association aurait voulu être un ordre dans les années 30 et on lui a dit non, 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 non. D'ailleurs, la même année, les assistantes sociales voulaient être organisées en ordre, on leur a dit non, 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 non. C'est dans les années 30. Donc en France, qu'est-ce qu'ont fait les ingénieurs? Ils ont dit, puisqu'on ne peut pas être un ordre, on va au moins protéger le titre. Loi de 1934, création de la commission de titre d'ingénieur, protection du titre. Personne ne peut en France s'appeler ingénieur de telle école sans s'exposer à
voilà, c'est interdit, c'est légalement interdit. Donc, ce n'est pas le mot ingénieur, le titre ingénieur tout seul qui est protégé, mais sont protégés chacun des titres des écoles depuis la loi de 1934. Et la commission des titres d'ingénieur créée à cette occasion s'est donnée comme mission de contrôler la qualité des enseignements des écoles pour vérifier qu'elles méritent toujours de délivrer un diplôme qui s'appellerait un diplôme d'ingénieur en France. Donc, cette enquête, ce n'est pas une enquête d'une association marginale, c'est une enquête d'une association qui a pignon sur rue et qui prétend, et pas seulement elle prétend, qui est l'interlocuteur de l'État quand il s'agit de parler des ingénieurs. Il y a d'autres interlocuteurs importants qui sont la conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs, qui sont, voilà, il y a d'autres lieux, mais qui sont plus des lieux des enseignants, des formateurs, des écoles d'ingénieurs. Ce lieu-là, c'est le lieu des professionnels. Eh bien, on voit dans une enquête qui a eu lieu en 2011, donc l'enquête a lieu tous les ans. En 2011, j'ai pu, avec un collègue, faire rentrer quelques questions à moi, avec leur accord, et ils m'ont dit en contrepartie, vous ferez un petit commentaire des résultats. Eh bien, il y avait une question qui était autour de l'intérêt pour la politique. J'aurais voulu également poser une question sur l'orientation politique des ingénieurs, qui m'avait été autorisée par cette association 10 ans avant. Mais là, il y a vraiment eu un veto, c'était impossible. Je pouvais demander aux ingénieurs s'ils s'intéressaient à la religion, s'ils s'intéressaient à la politique, mais je ne pouvais pas du tout leur demander, comme 10 ans avant, de quel bord ils se sentaient proches, de quelle religion ils pouvaient se sentir proches. C'était vécu comme quelque chose, malgré toutes les méthodes d'anonymat, qui n'était pas possible, ce qui est dommage pour la recherche. Mais en tout cas, ce qui m'avait frappé, c'était de voir que, alors que 13% de la population française, dans les enquêtes valeurs de l'époque, déclarait que la politique était très importante, je n'avais que 5% des ingénieurs qui disaient ça, ce qui est d'autant plus étonnant que les cadres en général ont un chiffre plus élevé que la population française, parce qu'il y a cette idée que quand on est cadre, on ne peut pas ne pas s'intéresser à la politique, qu'on s'y intéresse ou pas. Dans le déclaratif, les politologues ont remarqué qu'il y a toujours une survalorisation de l'intérêt par la politique par les catégories socio-professionnelles supérieures, au point que les sociologues de la politique, les politologues, en sont arrivés à considérer que cette question ne leur apportait pas grand-chose, elle était vraiment trop déclarative, et ils en sont arrivés à ce que la question la plus discriminante pour connaître l'intérêt réel, je vais dire, des individus pour la politique, c'est dire, parlez-vous politique avec vos amis. Et les gens qui ne parlent pas politique avec leurs amis, parler politique avec ses amis, c'est un signe patent d'intérêt pour la politique, plus net que de déclarer qu'on s'intéresse à la politique. Donc, 5% des ingénieurs qui s'intéressent à la politique, ça pose question dans un moment en lien avec la transition écologique où la dimension politique de la question est énorme. Et donc là, je vais aller vite pour aller vers la question, vers la conclusion. Donc, oui, dernier chiffre que je veux vous montrer, c'est que dans cette enquête en 2011, j'avais pu glisser une batterie de questions qui, depuis les années 70, ont évolué, ont été pensées par des spécialistes, des sociologues spécialistes de l'environnement, donc des sociologues de l'environnement américains, qui ont créé des outils de mesure qui valent ce qu'ils valent, mais on fait bien ce qu'on peut, mais qui ont été testés, retestés, améliorés. Je me suis dit, bon, voilà, ce n'est pas la vérité de tout, ce n'est pas une mesure absolue, mais c'est un indicateur, c'est un signe, c'est une tendance. Et donc, pour arriver à identifier les attitudes environnementales des gens en général, donc ils ont créé un indicateur, ils en ont plusieurs, mais il y en a un composé de ces 6 questions. Et sur ces 6 questions, j'avais en 2011, en 2008, les réponses qui émanaient d'une enquête qui est faite régulièrement en France, très contrôlée, très scientifiquement robuste. Et au sein de cette enquête auprès des Français, enquête qui existe dans le monde entier, il y a une enquête sur les valeurs qui existe dans le monde entier, qui a commencé en Europe. Et donc, au sein de cette enquête, j'avais pour les mêmes indicateurs, pour les mêmes 6 points, les réponses des Français, les réponses des cadres au sein des Français, mais cadres, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses, puisque les cadres, ça peut être comme moi, des enseignants. Et moi, j'avais les chiffres avec Christophe Talin, que j'avais trouvé donc quelques années après, auprès de 27 000 répondants via l'enquête IESF. Et ce qui m'a frappé, c'est la proximité énorme des réponses des Français, on va dire le français moyen, et des cadres, mais avec cette définition du cadre
Donc, 20% des Français étant cadres, mais avec des cadres qui sont techniques, des cadres qui ne sont pas techniques, des qui sont dans l'éducation, dans le management, dans la banque. Mais ce qui m'avait frappé, c'était vraiment de voir à quel point les réponses des ingénieurs à ces questions étaient différentes. Et ce n'est pas pour dire qu'il y en a qui ont raison et des qui ont tort. C'est une question de se dire, les ingénieurs diplômés de 20 à 65 ans ayant répondu, 25 à 65 ans ayant répondu, ne voient pas le monde de la même façon que les autres. Et la question, c'est pas de savoir ils ont raison et les autres sont cons, ou l'inverse. C'est juste de dire que quand ils vont prendre une décision ou émettre un avis, cet avis est dans ce monde-là où on croit ceci et pas cela, différemment des autres. Et que s'il y a des désaccords et des discussions entre les mondes, il faut arriver à prendre la mesure de cette différence et l'analyser, de se dire, mais est-ce que si je ne crois pas comme eux, c'est fondé ou c'est pas fondé, ou c'est lié à l'ambiance, le monde dans lequel je vis, où on ne peut pas se permettre de penser ça. Donc, l'idée qu'il y a trop de monde sur Terre, ben oui, il y a beaucoup de gens en France qui pensent que c'est un problème, mais beaucoup d'ingénieurs. Alors, pourquoi pourquoi chez les ingénieurs, on va considérer que la surpopulation, voilà, est-ce qu'ils le savent plus? Est-ce que c'est leur métier? Après, les conséquences de déranger la nature qui pourraient être désastreuses, alors c'est panique à bord chez le français moyen et même chez le cadre moyen français. C'est moins panique à bord chez les ingénieurs. Bon, ben voilà, on dérange la nature, les conséquences ne sont pas forcément désastreuses, etc., etc. Donc, vous voyez ces différences. Et si je prends le dernier, le 6, si les choses continuent sur leur lancée, nous allons bientôt vivre une catastrophe écologique majeure. Donc, les questions, comme je vous le disais, ce sont des questions qui se sont améliorées, qui ont évolué au fil du temps depuis les années 70 et qui sont testées chaque année auprès de populations différentes. On a là vraiment un divorce total entre 14% des ingénieurs qui disent oui, tout à fait, qui disent oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est oui et oui, tout à fait et oui, hein, les deux réponses positives, contre voilà, une écrasante majorité de Français moyens, de cadres moyens qui disent on ne peut pas continuer comme ça. Alors, c'est une enquête de 2008 pour les Français, de 2011 pour les ingénieurs. Ce serait très intéressant de voir ce que les ingénieurs diraient aujourd'hui. Et je vous dis bien, ce sont les ingénieurs d'IESF, donc des ingénieurs qui sont encore ingénieurs, ce pas des ingénieurs diplômés qui sont devenus maraîchers biologiques en général, qui répondent à ces questions. Mais un certain nombre qui sont quand même, par exemple, enseignants. Alors, je m'étais posé à l'époque la question de la différence entre les jeunes et les vieux. Je me suis dit, mais est-ce que les ingénieurs plus âgés de la cohorte seraient plus loin des Français moyens que les jeunes qui, peut-être baignant dans une ambiance de souci environnemental partagé, seraient plus proches? Et j'étais étonnée de voir que l'écart n'était pas toujours si fort. Par exemple, si les choses continuent sur leur lancée, nous allons bientôt vivre une catastrophe écologique majeure. J'avais chez les moins de 30 ans ayant répondu en 2011 un pourcentage moins élevé que chez les plus de 60 ans. Donc, le décrochage entre le français moyen et l'ingénieur diplômé de moins de 30 ans était énorme. Et sur est-ce que l'équilibre de la nature est assez solide pour compenser les dégâts des pays industrialisés? Eh bien, voilà, j'avais quand même des moins de 30 ans qui, par rapport aux plus de 60 ans, voilà, ont une petite différence de réponse, mais pas si forte comme différence si on compare avec les Français en général. Voilà, voilà. Donc, voilà, des classiques pour penser, donc on peut aller lire pour mieux comprendre, des idées pour repenser notre situation, des bouquins. Tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas que la question environnementale. Depuis longtemps, les bouquins que je vous sors là, ils ne datent pas forcément d'hier. Hein. La question de l'ingénierie, la justice sociale est un sujet qui est débattu en particulier avec les collègues avec qui je travaille aux États-Unis depuis longtemps et fait l'objet aussi d'enseignements. La question de la paix, je vous parlais tout à l'heure de ce manifeste des étudiants de Pugwash. Donc, la question d'être un ingénieur au service de la paix, Peace Engineering, une application des sciences et des principes de l'ingénierie pour promouvoir et défendre, soutenir la paix dans le monde. Il existe aussi la notion de Humanitarian Engineering, l'ingénierie humanitaire. Alors concrètement, ce serait quoi être un ingénieur en transition, et pas que dans transition écologique, mais en transition par rapport aux questions de sens qui semblent plus vives chez vous, et puis en plus vous êtes un sous-groupe au sein des étudiantes centrales puisque vous avez choisi de venir au matinal de la transition écologique, donc vous ne représentez pas la totalité de votre
promotion en termes de questions. Mais qu'est-ce que moi, je sais que les autres ne savent pas grâce à toutes mes études, grâce au milieu dans lequel je baigne, grâce à ma culture, grâce à ces études et ce diplôme que j'aurai dans quelques temps. Qu'est-ce que je peux faire que les autres ne peuvent pas faire par rapport à la position dans laquelle je suis? Très souvent, les ingénieurs se définissent, ceux qui se posent des questions, comme étant impuissants. Dernière petite anecdote, je me souviens qu'en 2006, il y avait un groupe des anciens militants d'Ingénieurs sans frontières quand ils étaient étudiants qui m'avaient dit Christelle, on a créé un nouveau groupe à Paris de jeunes professionnels, Ingénieurs sans frontières, historiquement est une association d'étudiants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ramifications et des diplômés qui se sentent encore intéressés, voire actifs dans l'association, mais contrairement à Ingénieurs sans frontières, par exemple en Espagne ou en Belgique, Ingénieurs sans frontières France est une association d'étudiants. Et donc, ils avaient dit, on va faire un groupe avec des anciens militants qui ont envie de continuer à se voir au-delà de l'intégration dans leur premier métier. Et je me souviens d'une réunion vraiment triste et tragique en 2006 avec 7 d'entre eux qui me disaient, mais tu vois, Christelle, en fait, à part acheter du café Max Havelaar pour la cafette ou faire une conférence sur les relations Nord-Sud entre midi et 2 pour ceux qui veulent, on ne voit pas ce qu'on peut faire. Et donc, cette impuissance, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, et surtout quand on est en début de carrière, d'où l'importance de trouver des alliés, mais malgré tout, de se dire, il y a sans doute des choses que moi, je peux faire, que d'autres ne peuvent pas faire. Qu'est-ce que je dois faire du contrat moral qui me lie à la société quand je sors d'une école publique qui coûte très cher et que est-ce que je vais contribuer à rendre plus difficile la vie des gens, de mes concitoyens qui ont tous rendu possible ces études, que ce soit en classe prépa pour celles et ceux parmi vous qui étaient dans des lycées publics et dans une école comme Centrale qui est une école publique. Vous êtes en dette, vous êtes objectivement en dette. Vous avez eu des conditions d'études qui ne ressemblent en rien à celles de mes étudiantes en fac de lettres à Lille. Et donc, voilà, on peut dire après, allez, voilà, j'ai mérité mon diplôme parce que j'étais intelligent travailleur. Maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, des travaux de Bourdieu pour savoir à quel point tout cela est très relatif, puisqu'il y a des conditions qui permettent à ces talents de se déployer. Il n'y a pas que l'intelligence innée que vous aviez et les efforts, mais plein de conditions qui relèvent de la chance, plein de conditions qui relèvent des déterminismes, plus un investissement massif du contribuable, de l'État, pour faire de vous des ingénieurs diplômés de Centrale Nantes. Donc tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette dette? On s'en fout pas. Et qu'est-ce qu'on veut faire aussi pour être heureux, pour être heureuse, pour donner sens à sa vie, donner sens à son action. Donc il y a une route à tracer, travaillez vos convictions, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont déjà là, repérez les lieux où des discussions existent, trouvez avec qui construire des idées, des actions, restez curieux, curieuse, informez-vous, prenez le temps de choisir, réfléchissez à votre seuil de tolérance, puisqu'on ne peut pas devenir un ingénieur qui sera un saint irréprochable moralement, surtout ingénieur ou pas ingénieur. Il faut arriver à repérer ce qu'on est capable, les compromis qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Voilà, j'ai pris plus de temps que ce qui était prévu et j'espère que ça n'a pas été pour vous saouler, mais plus pour vous nourrir. Et donc, je suis ouverte à toutes les questions que vous pourriez me poser.